18h à Kinshasa, 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. On va parler de l'entrepreneuriat avec le programme Transform. Comment certainement promouvoir la femme. Ça sera avec M. Patrick Nkongo qui sera là. Et aussi Carnage Goma. Les responsabilités doivent être certainement établies. Et au Katanga, quelle politique efficace pour lutter contre la criminalité dans cette province. Voilà ce qui fera la chapeau de Kinshasa direct, c'est tout de suite. TD50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. TD50, simplement congolais. Ici, à notre merveilleuse chaîne, Jean-Marie, vous êtes le meilleur journaliste de la génération. Les Congolais doivent les reconnaître. Jean-Marie, vous êtes un bon formé en France, travaillez en France, vous parlez mieux français que vous. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous vous avons, nous, élus meilleur journaliste de votre génération, parce que faites la fête d'autres pays. Je ne vous flatte pas. Ce sont des faits qui sont aujourd'hui devenus une constance. Les gens disent qu'il faut passer chez Jean-Marie pour être entendu, parce que vous avez des questions intelligentes. Et voilà même comment les gens vous suivent des Libreville. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé50, c'est l'actualité dans la totalité. Comment promouvoir l'entrepreneuriat? Comment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat des femmes? Comment promouvoir? Nous allons essayer d'en parler, cette question, avec un programme qui est là, qui s'appelle Transform. Monsieur Patrick Nkongo, bienvenue. Merci. Voilà. Monsieur Patrick, que vise certainement le programme Transform? Ok, merci beaucoup. Et je vais d'abord me présenter et présenter l'institution que je représente là. Effectivement. Donc, je suis Patrick Nkongo, directeur général adjoint du FPMSA, qui est une société financière agréée par la Banque centrale du Congo. Et nous avons 4 actionnaires. Et nous avons la Banque allemande de développement, KfW, et nous avons la société belge d'investissement dans les pays en voie de développement, donc Bio, et puis on a Corded et Incofin. Ce sont ces 4 actionnaires qui ont créé cette société financière qui a pour mission de refinancer les banques, les IMF et les coopératives à travers des emprunts. Et donc là, je vois la dette senior et la dette subordonnée. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour annoncer les lancements du premier programme de fonds de garantie financé par la Banque mondiale en partenariat avec le gouvernement congolais, représenté par le ministère des Finances et le ministère de MPM. Et le gouvernement a recruté le FPM comme gestionnaire de ces fonds. Et c'est à travers le projet Transform du gouvernement, qui est un grand projet qui a plusieurs composantes. Et l'une des composantes, c'est le fonds de garantie, que nous allons lancer les activités proprement dites demain,
à 10 heures à l'hôtel Sultani. Alors, par rapport à ce projet, à ce programme, vous visez aussi la femme. Vous avez voulu que la femme puisse occuper une place de choix. Exact. Et l'instrument vise à favoriser l'inclusion financière. Et aujourd'hui, quand vous regardez les statistiques sur l'accès au financement, vous allez voir que les femmes et les jeunes sont de plus en plus exclus. Des femmes. Des femmes et des jeunes. Et les jeunes. Oui. Et dans ces programmes, le focus est de mettre à la disposition des institutions financières cet instrument qui est le fonds de garantie partielle du portefeuille de crédit afin d'accroître l'inclusion financière des femmes. Donc, vous savez bien, la stratégie ou la politique des crédits des institutions financières se base beaucoup plus sur les 5 C dont nous parlons très souvent. Il y a les capitales. Une entreprise doit avoir un capital avant de bénéficier des financements. On voit aussi les comportements, donc tout ce qui est gestion, et on voit aussi le collatéral. Et dans la plupart des cas, les femmes n'ont pas de garantie matérielle à remettre aux institutions financières, ce qui explique que, quelle que soit la qualité, la performance des activités gérées par les femmes, elles ont moins accès au financement. Alors, qu'est-ce qui pourra certainement donner des garanties aux femmes et aussi aux jeunes de pouvoir certainement s'intéresser à ce projet si ambitieux? Oui, c'est un projet ambitieux et quand vous regardez déjà les indicateurs macroéconomiques du pays, nous sommes parmi les pays où les crédits par rapport au PIB est très faible. Nous sommes à moins de 10%, alors que des pays limitrophes sont au-delà de 10%. Et si vous voyez bien, les crédits permettent à l'économie de réaliser de bonnes performances. C'est vraiment un instrument qui stimule la croissance, qui stimule le développement, l'accès au financement. Et les femmes, c'est sûr, c'est un produit qui ne s'adresse pas seulement aux femmes ou aux jeunes, public en général, mais le focus est vraiment à inciter les institutions financières à prendre beaucoup plus d'appétit en accompagnant des femmes, en accompagnant des jeunes. Alors, c'est quoi en fait? C'est bien, parce que vous avez parlé l'importance beaucoup plus aux femmes, parce que vous avez dit que ce programme viserait certainement les femmes et les jeunes, et les femmes qui sont en train de nous suivre, comment ils peuvent s'approprier de ce programme? Ok. Ce qui est important à noter à ce stade ici, les bénéficiaires finaux de cet instrument ne seront pas informés. Ne seront pas informés. Okay. Tu ne sauras pas que ton crédit est garanti par un tiers. Parce que c'est une garantie silencieuse. Vous savez, silencieuse. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de publicité pour dire, voilà, allez auprès de telle institution financière, demander des crédits et nous, on va garantir. Donc, sinon, il y a aussi les risques d'aléa moral. Ça, c'est très important à noter. Donc, la garantie est silencieuse. Nous, notre cible, ce sont des banques des IMF et COPEC. Donc, nous, en tant que société financière, nous allons proposer ces produits aux banques, aux coopératives d'épargne et de crédit et aux institutions de microfinance qui, à leur tour, vont canaliser leurs offres au niveau des femmes et des jeunes. Et actuellement, quand vous regardez la politique de crédit dans la plupart des institutions financières, le focus est mis sur les garanties. Tu peux avoir une très bonne activité, mais si tu n'as pas de garantie, soit tu n'as pas accès au financement, soit tu auras un crédit qui ne va pas t'aider à réaliser ton but de crédit. C'est pourquoi on voit de plus en plus des entrepreneurs être surendettés, parce qu'il a pris des crédits auprès de 4-5 institutions financières pour réaliser son but, et avec les mêmes collatérales. Et ça arrive des fois, les institutions financières, lors des recouvrements, se retrouvent sur terrain, en train de se discuter sur les garantir, parce que les mêmes biens sont nantis au niveau de 3-4 institutions financières. Donc la banque ou l'IMF ou COPEC ne va pas modifier sa politique d'octroi de crédit, elle va appliquer ses principes, et les clients qui n'avaient pas de crédit parce que l'absence de garantie, là, ils auront accès au financement, mais ils ne sauront pas. Et des clients qui avaient des crédits de 9 999 parce que la politique dit au-delà de 10 000, il faut remettre un certificat, je n'en ai pas.
la dame ou les jeunes ou les messieurs verra que voilà, je renouvelle mon crédit, on me donne un crédit au-delà de ce que j'avais bénéficié précédemment sans exiger des collatérales nouveaux. Alors, c'est quel genre de femmes? Est-ce que ce sont les femmes entrepreneurs ou n'importe quel jeune qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou il a une activité qu'il a déjà commencé? L'offre s'adresse aux MPME, micro, petites et moyennes entreprises. L'offre ne s'adresse pas aux startups, c'est-à-dire des entreprises en création. Si l'institution financière, de par sa politique de crédit, exige une expérience minimale d'1 année, il faut être entrepreneur, femme, jeune ou homme, qui a une expérience afin de bénéficier de cet instrument. Donc l'offre ne vient pas changer les critères d'accès au financement au niveau des institutions financières, mais l'offre vient beaucoup plus augmenter l'appétit des institutions financières pour accroître leur service au niveau des jeunes et au niveau des femmes, et pourquoi pas des hommes aussi. Donc c'est ceux qui sont dans MPME. Voilà, MPME, micro et petites moyennes entreprises. Voilà. Mais si aujourd'hui vous mettez de côté les startups, ce n'est pas une manière de le mettre de côté, une discrimination. Ce n'est pas une discrimination. Si je rentre dans l'histoire de ce pays, déjà vers les années 76, il y avait des fonds de garantie publique de l'État. Et vers les années 84, ces fonds ont été remplacés, il y a eu des faillites. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une expérience pour gérer cet instrument. Et aujourd'hui, sur les marchés, il y a des bailleurs de fonds internationaux qui viennent proposer cet instrument aux banques, IMF et COFPEC, afin de soutenir l'inclusion financière, l'accès au crédit. Et nous sommes très modestes. C'est un instrument nouveau au sein de notre environnement. Nous devons d'abord apprendre. Et pour apprendre, il faut apprendre avec des personnes qui ont le minimum d'expérience. Ce n'est qu'après, on pourra développer d'autres guichets. Aujourd'hui, on parle des guichets MPME. C'est pour nous permettre d'apprendre d'abord comment fonctionne cet instrument. Et demain, les bailleurs de fonds avec le gouvernement peuvent mettre en place des guichets start-up parce que là, c'est une autre cible qui vient avec ses exigences. On ne va pas seulement regarder l'instrument qui est la garantie, mais il y a aussi un programme de mentorat derrière. C'est-à-dire, les startups doivent passer par un centre de formation, les incubateurs d'entreprise doivent être coachés afin que les succès de l'instrument ne soient pas remis en cause. Donc là, c'est une autre technologie qui pourrait être mise en place dans les jours qui viennent. C'est la même chose aussi quand vous parlez de l'agriculture. Il y a des fonds de garantie spécifiques pour accompagner les agriculteurs. Pourquoi? Parce que l'agriculture, c'est une activité spécifique. Mais, dès l'entrée de jeu, nous sommes très contents d'accompagner d'abord les MPME qui ont déjà une expérience, mais qui sont bités aux problèmes d'accès au financement suite au manque de garantie. Et c'est déjà un pas de plus par rapport à la situation actuelle. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que le programme est pris et ça sera pour demain, pour le programme Transform. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, merci. Nous allons cette fois-ci parler de la politique, surtout de carnage qui a eu lieu au niveau de Nord Kivu. Ça sera avec monsieur Ishara Boutaragaza Johnson. Le COS, comité de soutien au CNSP, félicite le peuple pour avoir répondu à son appel et démontré aux yeux du monde entier que le Niger n'est pas attaquable par des forces obscures d'où qu'elles viennent. Le Niger, en 1958, n'avait jamais dit oui à la France, mais y a été contraint. Bien au contraire, notre nom a été modifié pour ouvrir la voie à l'exploitation honteuse de notre uranium qui donne à la France l'électricité et nous maintient dans l'obscurité. Une obscurité si profonde qui a maintenu le Niger au rang de dernière nation du monde dans l'indice de développement humain et provoqué une paupérisation sans précédent des populations depuis plus d'une dizaine d'années. À cette France prédatrice et sa nébuleuse néfaste interne, que l'heure n'est plus à une quelconque
concession, d'ores et déjà, le peuple nigérien considère toute déclaration belliqueuse de la CEDEAO au sortir de leur réunion comme un dictat de la France et de la France-Afrique. Il vient fraîchement, voilà, j'arrive, et il vient fraîchement du Nord Kivu. Il a assisté au massacre qui a eu lieu dans cette province. Lui, c'est Ishara Boutaragaza Johnson. Bienvenue. Bien, merci beaucoup. Voilà, vous êtes cadre de LGD, Ouais. parti du sénateur Matata Ponyo. Exact. Aujourd'hui, il a répondu, Matata, à la Cour constitutionnelle. Il était présent. Oui, il était présent contre toute attente parce que le sénateur Matata, c'est un homme d'État. Depuis le début de ce procès, il a clamé à son innocence, que c'était une affaire dans laquelle il n'avait rien à voir. Mais au départ, parce qu'il s'agissait d'un procès politique, on ne l'a pas cru. Mais il a dit, je vais accompagner le processus jusqu'à la fin. Mais moi et toi, M. Kilolo, on est conscient que la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée sur le dossier. Et officiellement parlant, les dossiers devraient être classés. Mais quand on reprend encore le dossier, lui-même, il s'est prononcé pour dire que ce n'était pas normal parce que l'état de droit dont on veut parler, ici, la justice doit être distributive. Autant on est traité de la même manière, on est au pouvoir comme on est dans l'opposition, on a une seule loi et on doit répondre qu'à ça. Et aujourd'hui, le sénateur Matata était là parce que la fois passée, lors de la récente comparution, il n'était pas là, mais les avocats étaient là et il était à Kindu. Mais parce que la population de Kindu qu'il avait bloqué de ne pas quitter la ville, enfin, il a demandé à cette population de lui laisser partir. Cette fois-ci, il a convaincu cette population. Il a convaincu cette population. Et la population a accepté. La population a accepté, mais à condition qu'on suive de près ce qui va se passer à la Cour constitutionnelle. Il est arrivé. Parce que dans beaucoup de bruit, que ce soit dans le média, on a dit non, Matata ne sera pas là. Non, il est toujours serein, je rappelle, parce que quand on se reproche de rien, on n'a pas peur également de répondre à un appel comme celui-là. Curieusement, il arrive, comme ça a été le cas à la première comparution, les avocats des Kobler, comme les avocats de l'ancien gouverneur, ils n'avaient pas encore accès au dossier. Et on arrive également aujourd'hui, les avocats du sénateur n'ont pas encore accès au dossier. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? C'est la bonne question. C'est à la Cour constitutionnelle de répondre au peuple congolais. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans une fièvre électorale. On devrait éviter certains indices qui chaufferaient certaines sensibilités. Matata s'étant déjà déclaré candidat président de la République depuis le 3 mai 2022, je pense qu'à un moment, on devrait avoir également des égards envers lui, étant qu'ancien. Mais là, cette remise-là profiterait à qui? À Matata ou à ses détracteurs? Je pense que cette remise profite davantage à ses détracteurs. Mais en fait, ça n'arrange pas souvent les choses parce que vous allez retenir, monsieur le journaliste, quand on a annoncé le premier calendrier électoral, il était prévu que la CENI convoque le dépôt des candidatures le premier et à partir du 2, on devrait déjà commencer à déposer. Parce qu'ils étaient déjà prévenus que le sénateur Matata allait déposer même les 2, mais on a mis déjà le procès au 4, ce n'est pas grave. Mais sachant qu'il était déjà à Kinshasa, prêt à déposer sa candidature président de la République les 2, on a dit au niveau de la CENI, non, on va seulement annoncer, mais le dépôt commence le 8, pour permettre à la Cour constitutionnelle, le 4, c'est-à-dire à la date d'aujourd'hui, de faire ce qu'elle pouvait faire. Mais on ne peut jamais aller en dehors de la vérité. Mais curieusement, en arrivant, par rapport à la procédure, comme je l'ai dit, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne forçait pas. Surtout quand on est suivi par tout un peuple. C'était relayé, c'est suivi par le peuple congolais en général et la communauté internationale. Donc, bien qu'on peut souhaiter commettre certaines erreurs politiques, mais il y a certaines erreurs monstrueuses qu'on ne peut pas se permettre parce que sinon, ça consisterait à jeter de l'opprobre sur toute une nation. Et pourtant, nous avons que ce Congo à protéger. Donc, à cause d'une personne, on ne peut pas rabaisser toutes les institutions jusqu'à ce qu'on est en train de voir les dégâts qui sont en train de se créer au sein de la Cour. Donc, ça profite toujours aux détracteurs, mais malheureusement, le sénateur Matata restera du bon côté de l'histoire. Je pense même, en étant en harmonie avec ma conscience, que le juge même de la Cour constitutionnelle
savent que Matata n'a jamais volé même un DIFA. Maintenant, dans cette période des remises de 3 semaines, Matata, il pourrait déposer sa candidature? Il n'est pas interdit parce qu'il n'est pas condamné. Il n'est pas condamné. Et comme il est présumé, il bénéficie de la présomption d'innocence dans cette affaire, et il est un homme libre parce que jusque-là, le dossier est encore sur son étude préliminaire. Donc, rien n'empêche, en tout cas, à moins qu'on nous invente d'autres lois qui n'existaient pas et qui n'existeraient pas. Mais le sénateur Matata, il est comme tous les déclarés candidats président de la République, ambitieux à déposer leur candidature. Et la CENI, et la Cour constitutionnelle, et l'armée, et tous les services, personne ne peut bloquer. Et maintenant, cette remise-là, ça relève de négligence de la part des greffes, c'est ça? Pardon, vous dites? Donc, ça relève de la part de la négligence du greffier, c'est ça? Non, mais pas du tout. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui fait que jusque-là, la défense n'a pas accès au dossier de leurs clients? La fois passée, nous avons suivi ces procès en direct. Le président de la Cour constitutionnelle lui-même, il a autorisé, il a demandé au greffier de mettre tous les dossiers à la disposition des avocats. Curieusement, parce que pour moi, je suppose que ce dossier est vide et les avocats n'ont pas encore accès à ces dossiers. Mais on veut tout simplement, parce qu'il y a une campagne de salir la réputation d'un homme, et voilà, il fallait tout mettre. Mais malheureusement, il y a certains combats, même quand on cherche à salir l'autre, il faut le faire intelligemment. Mais quand on le fait seulement dans la précipitation, on tombe dans les erreurs qui coûtent et qui met malheureusement le pays à genoux aujourd'hui sur le plan de la justice. Je ne suis pas le premier à le dire, mais le chef de l'État lui-même l'a dit, qu'il y a un problème avec la justice et il faut refonder cette justice. C'est comme si la justice a trouvé que c'est un dossier vide. Vide, et on va tirer les choses à la longueur et malheureusement, pensant qu'ils vont déstabiliser les cas du sénateur Matata, parce que nous sommes concentrés aujourd'hui, nos quartiers généraux sont concentrés sur la question électorale et attirer l'attention sur le dossier judiciaire, on pense nous déstabiliser. Mais je rassure quand même que de près comme de loin, tous les quartiers généraux des LGD et autour du sénateur Matata, nous restons très serrés et concentrés pour les échéances électorales. Voilà, vous êtes cadre du LGD Nord-Kivu. Nord-Kivu, il y a eu des massacres là. Qu'est-ce qui s'est passé, vous venez fraîchement de cette province? Ce qui s'est passé, c'est vraiment, ça fait froid au dos, ça nous ramène également à un questionnement très profond, parce qu'en réalité, c'est dont on a tué en grande partie, parce que je dois ici rappeler à l'opinion qu'il ne s'agit pas seulement des soi-disant Ouazalendou qui ont été tués, parce qu'il y a eu des civils innocents également des civils qui ont innocents. été tués. Donc il n'y a pas que les Ouazalendou. Il n'y avait pas que des Ouazalendou. Mais il y a des grandes questions qu'il faut se poser. Lesquelles, par exemple? Le Ouazalendou étant comme une secte, qui était reconnue comme une église, qui a vu le jour depuis 2014 dans la ville de Goma. Cette église existe avec tous les documents, même l'œuf non-andé, comme, voilà, elle était localisée à un endroit que tout le monde connaissait. Quelques mois passés, ils ont commencé des actions non violentes, ils étaient toujours disciplinés, ils étaient accompagnés par la police, le maire de la ville, le gouverneur, ils ont fait leur démonstration dans la ville. Je suis d'accord qu'ils ont atteint un niveau de mobilisation de masse incroyable. Parce que avec une file de 3 personnes, vous pouvez vous rendre compte qu'ils sont en mesure de faire même 1 kilomètre ou 2 kilomètres sur la longueur. Et ça commençait à faire peur. Mais en les approchant, moi je ne partage pas leur foi, mais ils sont des Congolais qui pensent qu'il faut une renaissance de l'Afrique. Il faut que les Africains se prennent en charge. Il faut qu'on adore notre Dieu. Ça, ce sont leurs paix. Mais notre État étant laïque, il a autorisé cela. Ils ont mis une radio dans la ville de Goma. Ils ont commencé à prêcher leurs adeptes comme toute autre religion. Et ils ont crié, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Alors, curieusement, je dois rappeler même, à présent, si vous arrivez à Goma, il y a un rond-point qu'on appelle le rond-point Bédégel. Vous allez voir, je venais de suivre les informations, il y a des images qui sont brandies là dans le Bédégel, dans le rond-point, où on est en train de montrer les massacres. Et ça s'est passé, c'était la date de la commémoration du génocide à l'est du pays, les 2 août. Les 2 août qui fait également allusion à l'entrée du RCD Goma dans la ville de Goma. Ces gens-là étaient connus. Alors, il se pose maintenant une question sur
la journée où ils ont dit nous allons demander les départs de la MONUSCO et de l'EAC. C'est ça la grande question, M. Kilolo. Moi-même qui vous parle, la dernière fois que j'ai été dans cette émission, j'étais avec votre collègue Flavien Lumbala. Nous avions, à l'époque, j'étais président. Fabien Lumbala. À l'époque, j'étais président du Parlement de jeunes du Nord Kivu. Je venais du Nord Kivu, comme je viens d'arriver, et il fallait qu'on demande à la MONUSCO, parce que le président lui-même l'avait déjà dit que le bilan était mitigé. Et nous, en tant que jeunesse, on a dit, on ne veut pas la violence, mais nous demandons à la MONUSCO de quitter notre pays. Vous savez ce qui nous est arrivé. C'est pratiquement ce qu'on est en train de voir. La MONUSCO elle-même est arrivée à entrer en contact avec certains compatriotes, malheureusement en perte de vitesse. Et moi, ça m'a coûté la prison. Être jugé 18 mois de condamnation sans avoir été invité à la justice. Ça s'est passé dans ma ville. Alors, quand on revient sur les cas de ce qui s'est passé, l'action était déjà annoncée. Et nous, dans la vie, je pense que les civils n'avaient aucune inquiétude parce qu'on a l'habitude de le voir quand ils annoncent. D'abord, ils sont non violents, ils ne sont pas agressifs, ils ne parlent à personne quand ils sont sur les artères. Les Ouazalendo, là. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent à personne. Ils sont pieds nus. Souvent, ceux qui ne résistent pas, ils mettent seulement des chaussettes, pas de chaussures. Ils sont là en train de faire leur marche. Ils ont déjà égorgé une chèvre au milieu du rond-point BDG, en présence du gouverneur militaire, en présence du maire de la ville. Pour eux, voilà, c'est leur croyance. Alors, quand ils ont dit qu'ils sont là, cette fois-ci, pour demander le départ de l'EAC et de la MONUSCO, ils ont l'habitude de faire un rassemblement du départ quand ils ont une manifestation aux environs de 5 heures. Il y a certains qui avaient passé nuit à la radio parce que déjà à 4 heures, entre 3h30 et 4h, c'est là que le premier assaut a été mené. Et le premier assaut a été mené par, bien entendu, parce que les preuves sont là, par des brigades différentes. Soit en disant que dans cette église, dans cette radio, il y avait des gens qui préparaient à saboter la ville et on a parlé que le M23 serait enfermé dans la radio et au niveau de l'église. Ce n'est pas grave. Les services de sécurité peuvent faire ça. Mais la bonne question ici, quand on se rend compte que même en entrant dans la radio là, on n'a pas trouvé le M23, on n'a trouvé aucune arme. Mais semble-t-il que les Ouazalendo auraient tué même des policiers, c'est ce qui a envenimé la situation. Ça, c'est ce qui s'est passé, c'est que entre 3h30 jusqu'à 5h, il y avait déjà des morts. Et de morts, leurs compatriotes, comme je vous ai dit, ils ont l'habitude de faire les rassemblements. Les cellules de mobilisation commençaient à venir dans tous les sens des quartiers pour qu'ils se retrouvent dans un endroit des rencontres. Alors, il y avait également, ils étaient déjà informés qu'il y a 2 morts qu'on vient de tirer sur eux. Mais il y a un aspect fondamental sur lequel je voulais insister. On se poserait la question pourquoi ils ne sont pas rentrés quand ils ont appris qu'on venait de tuer leurs collègues et que l'armée était sur les artères principales. Parce que quand vous suivez leur prédication, on les a amenés dans une croyance que même si on tirait sur vous, le bal ne va pas pénétrer. Et le gouvernement congolais est conscient qu'il y a des gens comme ça au Nord Kivu parce que ce n'est pas pour rien que le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, quand il était passé à Goma, lui-même il a dit tous ceux qui s'appellent des Ouazalendo armés sont des réservistes. Bon, on ne sait pas comment le gouvernement a défini ça. Mais il faut reconnaître que ces gens qui avaient annoncé la marche, c'était des Ouazalendo non armés. Ils étaient considérés comme des réservistes aussi. Non, mais eux, ils sont non armés. Ce qui était considéré, selon le ministre de l'ESI, parce que ça n'a jamais été officiellement annoncé, ce sont des Ouazalendo armés. Et c'était des groupes différents. Alors, voilà comment, en trouvant les policiers qui étaient également dans le riz, dans cette matinée-là, le premier policier qui a été lynché, que je condamne fermement parce que les services de sécurité doivent être respectés dans notre pays, et on a tué ces policiers. Nous condamnons cela et nous condamnons fermement les actes qui ont été posés par l'armée congolaise, parce qu'il s'agit bien de l'armée congolaise. Le policier qui a été lynché, il a tué il a abattu en premier le fils du chef spirituel de cette secte. Parce que le chef spirituel, lui, était déjà arrêté au niveau de la station. Il a été trouvé dans la station dans cette matinée-là. Voilà comment c'était comme une vase qui a déversé et ça créait maintenant de la panique
Mais la bonne question ici, parce que les services de sécurité ne sont pas gérés comme on peut gérer un club de football. Les services de sécurité, avant d'aller opérer, ils ont toutes les informations. Il y a également des contre-vérifications des informations. Si, c'est vrai, à cause d'une information, disant que dans cette église, dans cette radio, il y avait le 1-23, la bonne question ici, l'information était venue d'où? Comment on a procédé pour vérifier et se rassurer de la véracité de cette information? Et voilà ce qui s'est passé dans la ville de Goma. Alors maintenant, il y a une forte délégation qui est sur place, composée du ministre de l'Intérieur, de la Défense, ministre des droits humains. Est-ce que ça rassure? Si ça allait rassurer, la délégation du gouvernement n'allait pas essuyer des pierres dans la ville de Goma. Ce qui allait rassurer, d'abord j'encourage les chefs de l'État d'avoir pris cette option. Parce que je pense, moi je reste convaincu qu'il y a des gens qui ont fait ça et qui voulaient faire un sabotage au chef de l'État. Je m'imagine qu'il ne peut pas être impliqué dans ce genre d'histoire. Et c'est pourquoi il est lui-même énervé de voir ça. Dépêcher une délégation, c'est une bonne chose. Mais ce qui allait rassurer à cet instant, est-ce que vous savez, monsieur le journaliste, que même des personnes blessées qui ont subi des coups de balle, on les a jetés dans l'hôpital militaire. Même l'assistance la pose problème. Et il y a des gens qui sont en train de mourir de blessures parce qu'on n'arrive pas à les soigner. La première décision, c'est qu'on devrait d'abord prendre en charge tous les blessés. C'est rassurer que même le corps là, bien qu'on n'a pas encore des statistiques claires sur les personnes qui ont été abattues, qu'on arrive quand même à sécuriser parce que la Constitution, ce n'est pas Johnson qui va le dire, mais la Constitution congolaise dit que la vie, elle est sacrée. Alors, il faudrait qu'on arrive à ce niveau. Deuxièmement, je pense que le gouverneur, qui a également les attributions des opérations militaires, il n'y a aucune opération qui peut se faire dans une province que lui-même gère sans être préalablement informé. Les gouverneurs militaires qui gèrent l'état des sièges, on aimerait bien qu'ils soient interpellés pour qu'ils disent à la nation qu'est-ce qui s'est passé. Deuxièmement, sur le front, là où on est en train de tuer les gens, le maire de la ville, qui est également un policier, il s'est retrouvé dans une opération au milieu des brigades, des unités spéciales qui sont venues opérer. Alors, toutes les bonnes questions se posent. Si dans cette matinée, le maire de la ville, pour la toute première fois, parce que moi je suis de près ce qui se passe à Goma, pour la toute première fois, le maire de la ville se trouve dans une opération comme ça. Pour la toute première fois, un responsable de la DGM, ville de Goma, DGM, direction de migration. Qu'est-ce que vous venez faire dans une matinée pour une opération spéciale? Pire encore, quand le maire de la ville arrive, il y a des arrestations qui sont faites devant l'église, des adeptes qui étaient là. Mais on entend le maire de la ville lui-même donner l'ordre qu'on doit brûler cette église. Malheureusement, dans cette église, il y a des personnes qui ont été calcinées et des os sont sortis. Il faut qu'on apaise les gens, la première des choses serait d'abord que les chefs de l'État prennent les décisions courageuses d'interpeller le gouverneur, le maire de la ville, les responsables de l'ANER, parce que ce sont eux qui gèrent l'intelligence des informations, les responsables de la DGM qui a été retrouvée sur les liens des crimes, et qu'on arrive à relaxer tous ceux qui ont été arrêtés parmi les adeptes là, parce qu'ils sont une centaine qui ont été arrêtés, et qui malheureusement encore, pour énerver l'opinion, on vient d'organiser un procès pour juger ceux qui ont été arrêtés, dont même, je veux vous dire, parmi ceux qui étaient arrêtés, il y a des maris dont les femmes et les enfants ont été tués. Ils sont dans la morgue. Donc ils sont doublement sanctionnés. Ils sont doublement punis. Qui peut accepter ça? Et voilà, je pense que la délégation, elle est là, mais elle doit savoir que nous suivons cette question de près. Troisièmement, aujourd'hui, ce qui se passe dans la ville de Goma, il faut que le gouvernement joue à une forte souplesse. La jeunesse de la ville de Goma, c'est parmi les rares jeunesses qui a soutenu, depuis les débuts de ces affrontements, de cette guerre d'agression, qui a soutenu les FARDC. Vous pouvez vous imaginer, la guerre est à quelques kilomètres de Goma, mais les jeunes quittent la ville avec de l'eau, avec des biscuits, avec du pain, pour aller rejoindre les forces armées. Voilà la communion qui a existé dans cette ville. Et voilà pourquoi cette ville ne s'est jamais retrouvée dans le maître de l'ennemi. Mais maintenant, ce qui s'est passé,
on doit savoir c'est venu d'où, parce qu'on ne peut pas écarter l'hypothèse que ça serait également un jeu de l'ennemi. Mais cet ennemi est passé par quelle main? Parce qu'on a toujours dit que l'ennemi extérieur ne peut jamais avoir de la force s'il n'a pas de complices à l'intérieur. Et là, on est en train d'assister à une fissure d'une confiance de l'armée avec la jeunesse qu'il faut vite consolider. L'émetteur de cette radio-là, parce que tous ceux qui sont restés, ceux qui n'ont pas été arrêtés parmi les grands responsables de cette église, aujourd'hui sont en insécurité terrible. Alors, s'il faut qu'on fasse également des actions courageuses, remettez l'émetteur, demandez à ces responsables d'être sécurisés et qu'ils lancent quand même des messages d'apaisement. Je pense que comme ça, on peut rattraper. Merci beaucoup. C'est vraiment une intervention très émouvante. Vous qui veniez de là, les autorités vont prendre des mesures appropriées. Merci à vous, M. Ishara. Merci également à vous. Merci à la rédaction des téléséquences. Voilà, tout de suite, M. Kyungu, sans blague. Tout de suite. Voilà, nous allons parler cette fois-ci du Haut-Katanga, après le retour de Jacques Kaboula, qui a passé quelques temps ici à Kinshasa. Monsieur Kyungu Samblak, bienvenue. Merci. Serein? Oui, très serein. D'emblée, je vous dis, je viens d'une province où l'autorité provinciale, où toute la jeunesse, c'est-à-dire hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, et même les personnes âgées, tous sont rangés derrière Jacques Kaboula Katwe, qui se bat pour que Mukwantombolo Mwamai Wakaninda puisse avoir 99% au suffrage de 2020, du 20 décembre 2023. Qui? Mukwantombolo bien Jacques Kaboula. Mukwantombolo. C'est-à-dire un gouverneur déterminé. Voilà. Mais le gouverneur était ici à Kinshasa. Oui, même il était entendu par la DEMIAP. Oui, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Qu'il soit entendu ou pas, raison pour laquelle je suis venu. Parce que chez nous, nous prenons l'unité katangaise, mais en vérité, l'unité n'est pas avec nous. Comment ça? C'est pourquoi vous l'avez vu ici. Vous comprenez? Il y a les gens qui sont spécialisés dans la diabolisation, dans l'acharnement contre Jacques Kaboula Katwe. Dans l'acharnement, mais il y a des soupçons sur le 120 tonnes de cathodes qui pèseraient sur lui. Oui. Mais voilà pourquoi il a été entendu par la DEMIAP. Oui, malgré ça, ce que je vous dis est vrai.
si on était dans l'unité, ces gens-là ne seraient pas venus ici raconter n'importe quoi sur Jacques Kaboula Katoué. Là, ce sont des manipulations contre lui? Mais ce ne sont que des détracteurs. Les gens qui veulent toujours les faces du mal à Jacques Kaboula Katoué. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis que je viens d'une province où tout le monde, même les personnes âgées, sont debout, déterminés. Et tous derrière Jacques Kaboula Katoué. Mais déterminés, mais on comprend qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ce poste-là de gouverneur. C'est ça. Alors, ils ne sont pas déterminés. Alors, ils ne sont pas le mal est là. Parce que chez nous d'abord, tout le monde est leader. Chez nous, tout le monde est donneur de leçons. Chez nous, tout le monde veut faire la politique. Conséquence, même l'homme de la rue, que nous avons toujours sensibilisé en tant que kaboulistes, se permet n'importe quel langage. Les banalités, les insanités, dans le seul but seulement de faire voir que Kaboula ne fait rien en province. Et que Kaboula a l'ongwa, Bango Bazala. C'est pourquoi vous le voyez quitter le Lubumbashi vers Kinshasa raconter n'importe quoi. Dans le seul but de se faire accepter. Heureusement que il y a une moutou à Mungu. Zambia Zalakanaye. Zambia Zalakana Jacques Kaboula Katoué. Vous comprenez? Mais tout ça... On l'a combattu dès le début. On l'a combattu parce que les gens voulaient ce qu'il y ait des résultats à la tête de la province. Oui. Lui, il est à la tête de la province. Ça fait plus de 5 ans. On va totaliser d'ici là. Oui. L'insécurité, sont pleins. Les détournements, il y a des camions, des tonnes et des tonnes de minerais qui sont interceptés. C'est sous le régime ou les règles de Jacques Kaboula. Ce qui vient de se passer à Goma, ça s'est déjà produit à Lubumbashi? Non, mais non. La situation de Goma est différente. L'insécurité est à Goma. Oui, mais la situation de Goma et celle de Lubumbashi sont deux situations différentes. Voilà, ce sont des provinces différentes. Là, je sais. Mais chez nous, moi, je voudrais, si je suis venu apporter un message. C'est quoi ce message? À ces détracteurs-là qui racontent n'importe quoi. Les cathodes, les histoires. Lui, c'est un gouverneur de province. 120 tonnes cathodes. Oui, bon, c'est un gouverneur de province. C'est beaucoup, ça. Oui, c'est vous qui dites que c'est beaucoup. Mais moi, M. Samblagasse, que je sache. OK. D'abord, le fait d'être ici, parler. On a battu en Boka, il y a professeur Nabiso, et Zamassoumou. Zamassoumou. Et je vous dis la vérité. Comment ça? Quelqu'un, si vous lui reprochez quelque chose, M. Samblagasse est tribal. Si vous lui dites ce que vous faites est mauvais, il y a comme une amie, d'abord, qui lui a donné le mandat d'aller parler de la province sur Télé 50. Or, ces mêmes gens, ces mêmes Katangais, ont quitté Lubumbashi vers ici, dans le but de salir Jacques Kaboula Katoué. Oui, vous parlez de 120 tonnes de cathodes, devant quelqu'un qui n'était même pas à Lubumbashi, qui était en Chine. Mais on fait raconter... Qui était en Chine? Il était en Kaboula. Pendant que ces histoires-là s'est passées. Oui, mais vous pouvez être en Chine, mais vous pouvez avoir des relais. Peut-être il avait des relais. Quelqu'un, il vient ici, il vous dit ceci. Pendant que lui était là, ministre des Mines, il y a quelque chose comme 550 millions de dollars qu'on avait gagné et que lui devrait s'atteler sur les actions impact visibles, entre autres les routes. Il parle des routes comme si Jacques Kaboula Katoué, pendant qu'il est là, ces 5 ans ici, il n'y a pas de routes qui sont construites par Jacques Kaboula Katoué. Cet argent devrait servir à des actions impact visibles comme les routes, les hôpitaux, les écoles. Vous comprenez? On lui pose la question ici, chez vous, sur Télé 50. Qu'est-ce que vous reprochez à Jacques Kaboula Katoué? L'incompétence. Mais un professeur d'université, un homme soutenu par tout le monde, sauf rien. Je vous dis bien, c'est pourquoi je vous dis, hommes et femmes, enfants, jeunes et vieux, et même les personnes âgées soutiennent Jacques Kaboula dans cette ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Mais elles viennent ici. Balongola Jacques Kaboula Bokonzi, avec des racontards, qu'elles se retrouvent. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui justifie le taux d'impopularité de Jacques Kaboula? Chaque mois qui passe, il devient de plus en plus impopulaire. Sur les réseaux sociaux, on ne fait que
critiquer les actions de Kiaboula? Chaque mois qui passe, Jacques Kiaboula Katoe n'est pas impopulaire, il est très populaire. Jalousie. Il y a popularité au Zanango dans cette province. Depuis qu'on a commencé ce mandat ici, bientôt 5 ans, il est le numéro 1, le premier de tous les gouverneurs de 26 provinces. Cette jalousie ou la soif d'être aussi sur ces fauteuils-là de Jacques Kiaboula leur permet, avec ces gens, raconter n'importe quoi sur lui, dans le but de les salir. C'est pourquoi je parle de l'acharnement. L'acharnement. Quand les politiciens, dans le seul but, on va se retrouver. Là, ça risque d'être une grave erreur politique. Parce qu'à quelques mois des élections, on veut salir celui qui s'est déjà préparé, qui s'est toujours oublié lui-même, dans le seul but de mobiliser la population. Notre objectif, tirer les gens qui ne sont pas avec nous, de manière à ce que nous puissions composer et qu'aux élections de 2023, Moukwatombolo ait une majorité parlementaire, qu'il soit celui qu'on va élire. C'est comme ça que Jacques Kiaboula Katoe est déterminé dans notre province. Conséquence, on lui fait le face du mal. Mais moi, en tant que numéro 1 de la conscience katangaise, je sais que chez nous au Katanga, il n'y a pas l'unité katangaise que les gens prônent. Je suis venu les conscientiser, les inviter. Vous comprenez? À cesser ces histoires-là de diaboliser quelqu'un, de diaboliser un grand responsable comme celui-là. De ne pas les... Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des choses qui nous renseignent beaucoup. Nous manquons l'unité chez nos Katanga. Mais ici, l'osso par exemple, il y a l'osso, Soso Mutakala, Madesu, tous les aliments que nous mangeons. Prêcher l'unité. Quand l'homme mange les l'osso, les Soso Mutakala, les bilok, nini alliés, bilombolombo, les nini, au moment de faire la pâte, quand il va à la toilette, il n'a pas de pâte moko. Et il y a des choses que nous manquons chez nous. Chez nous, il y a des donneurs de leçons que moi j'appelle les calomniateurs, les gens qui racontent n'importe quoi. Est-ce que c'est qu'ils racontent? C'est pas vrai. Même moi, un homme, moi, c'est pas vrai ce qu'il raconte. Je suis diabolisé. On me dit, il a eu les mandats. Qui lui a donné les mandats d'aller parler de la province? Un Katanga comme moi, né au Katanga, grandi au Katanga, mais quelqu'un qui vient de Genesezou, il a des leçons à me donner, moi, monsieur, sans blague. Moi, je suis le griot dans la cour royale, que j'appelle la cour kiabouliste et kiabolistique. Vous me comprenez là-bas? Je suis un griot. Maintenant, je vais vous faire rire. Maintenant, quand je raconte quelque chose, par exemple, quand je dis Jacques Kiaboula Katoe, Jacques Kiaboula Katoe, Jacques Kiaboula Katoe, Warusa Ziminanga, Wakeleva Muyolo, vous comprenez? Oh, nous avons vénéré Jacques Kiaboula. Je ne suis pas en train de le vénérer. C'est vous qui ne comprenez pas les messages que j'ai. Boulouma Boula ne Kanakanabo. Il a un bon cœur. Il vous donne des places. Soit ministre de tel, soit ministre de tel. Après avoir mangé, vous venez vomir sur la même personne qui vous invite. Et Jacques Kiaboula continue toujours à le faire. C'est là où je peux aussi condamner mon chef. Alors maintenant, celui qui est actuellement ministre, oui. Et celui qui est ministre là de l'Intérieur, oui. Celui-là fait quand même du bon boulot? Bon, il vient à peine de commencer, il n'a même pas encore fait un mois, il n'y a pas moyen de les juger. Mais nous savons qu'il est nôtre, parce qu'il est le fils de Kyungu, qui est mon oncle à moi. Vous comprenez? Mon oncle, Kyungu. Oui, mon oncle. Oui, moi je suis Kyungu. Lui aussi il est Kyungu. Okay. Ma mère est encore vivante qui me parle de Kyungu Akumwanza. L'héritage que nous avons reçu de Kyungu Akumwanza, paix à son âme, soutenez le chef de l'État Félix Tshilombo. Et Jacques Kiaboula Katoe Azamwana Mouké. Il n'y a pas d'autre héritage. Vous comprenez? Raison pour laquelle il y a lieu d'espérer sur l'héritier là. Voilà, c'est quoi? Chez nous, par rapport vous êtes griot, qu'est-ce que vous avez préparé pour nous faire rire? Non, pas pour vous faire rire. Aujourd'hui, je n'ai pas le message de faire rire. Quand moi je dis Jacques Kiaboula Katoe, Jacques Kiaboula Katoe, pour eux, je suis en train de le vénérer. Non,
Vous ne comprenez pas le message. Jacques Kaboula Katoué, c'était l'homme selon la volonté populaire. L'homme selon la volonté de Dieu. Vous me comprenez? Parce qu'IGF l'appelle chevalier de la bonne gouvernance. Tous les Katangais l'appellent meilleur élève de la vision du chef de l'État. Mais que vous combattez. Barakouyaouk, Abibambe, un innocent, il rentre, la honte est dans leur camp. Mais moi, en tant que président de la conscience katangaise, j'ai dit bien conscience, je suis venu les inviter, s'il vous plaît. Moi, tu l'es bien mon parce que n'importe qui est donneur de leçons. Vous êtes en train de les diaboliser pour rien. Évitez les acharnements que vous avez contre Jacques Kaboula Katoué. Il faut féliciter un monsieur, un honorable député provincial, qui, Vital Sunzu Kaninga. Vital Sunzu Kaninga, à chaque instant, il est à côté de Dani Banza, oui. Maloba. Vous comprenez? Il se prépare oui. à être réélu. Jamais, vous l'avez entendu, insulter les autorités, raconter n'importe quoi sur les autorités, merci. Comme c'est une monnaie courante avec les gens de merci ma province, c'est-à-dire de ma ville. Merci beaucoup. On ne coupait pas l'arbre qui t'avait sauvé la vie. Okay. Les jours où tu fuyais les buffles. Vous comprenez? Oui. Un séjour dans l'eau n'a jamais transformé un tronc d'arbre en crocodile. Jamais. Merci. Merci beaucoup. Kyungu. Kyungu. Le temps fait jaloux. Sinon, j'allais vous dire. Merci. Ce sont des gens qui viennent en agneau, mais pour se transformer en loup ravisseur après. Merci beaucoup. Alors, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce Salambo. Il sera 20h à Lubumbashi, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.